Merci Christine. Merci beaucoup. Eh bien, c'est à Olivier Faron, l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, d'intervenir sur le thème du numérique appliqué à la transmission des savoirs au CNAM. Cher Olivier, merci beaucoup de ta présence et de ta participation. Merci beaucoup. Je suis très heureux de saluer Daniel Janicot. C'est vraiment important de travailler avec l'UNESCO pour nous, de te saluer Albert Claude, de saluer Sonia, de vous saluer toutes et tous. Et d'abord, je voudrais faire un grand merci à Philippe Dedieu, qui est notre directeur national du numérique, qui a rassemblé beaucoup d'éléments et que je vais vous livrer. Je voudrais aussi rappeler, puisque ce n'était pas clair dans l'épisode précédent, que le CNAM est très fier d'appartenir à la CPU. À la CPU, il y a des universités et des grands établissements, et nous sommes très attachés à notre présence à la CPU. Je suis même vice-président de la commission formation. Cela étant dit, j'en viens au contenu, et merci de nous faire parler de l'expérience du CNAM, parce que je crois que c'est une expérience qui peut être révélatrice. Je pense être d'ailleurs le seul établissement à représenter cette expérience que nous avons dans un établissement, et je crois que c'est important. D'abord pour vous dire que, évidemment pour le CNAM, avec 80 000 auditeurs répartis un peu partout dans le monde, je dirais la dimension technique, la dimension technologique est évidemment incontournable. On avait commencé avec des cours de télévision dans les années 60 sur la deuxième chaîne de télévision, et c'est évidemment une réalité qui est une réalité extrêmement importante et que nous essayons évidemment d'actualiser et d'amplifier. Nous avons aujourd'hui, et nous l'utilisons depuis 2000, une plateforme d'enseignement à distance qui compte aujourd'hui plus de 80 000 comptes actifs pour les enseignants et les auditeurs, et 10 000 salles de cours numériques. Et puis cette plateforme qui est utilisée, c'est la spécificité du conservatoire, par tous les centres CNAM en région et à l'international, et qui est à disposition de toutes les modalités d'enseignement, présentiel hors temps de travail, hybride, permettant précisément le développement de la FOD. Cette proximité avec les nouvelles technologies a eu des résultats très concrets. Nous avons multiplié par 10 en 10 ans le nombre d'auditeurs qui suivent des unités d'enseignement en formation ouverte à distance. Et aujourd'hui, c'est à peu près la moitié de nos auditeurs qui suivent au moins une de leurs yeux à distance. De plus, évidemment, et les deux mouvements sont en parallèle, nous avons évidemment agi pour que notre offre de formation en distance s'élargisse, prenne en compte un volet de notre offre de formation de plus en plus large. Et aujourd'hui, c'est près de 50% de nos unités d'enseignement qui sont disponibles en formation à distance. Alors ça couvre tous les domaines, mais c'est particulièrement vrai dans des domaines qui sont d'ailleurs des fleurons du conservatoire, la comptabilité, mais aussi les métiers du droit, de la santé, du social, en marketing, entrepreneuriat, en management, en chimie, et j'en passe. Donc c'est évidemment un souci, et sur un certain nombre de dispositifs sur lesquels nous travaillons, et en particulier, nous sommes attachés à travailler avec le ministère sur les questions de former les nouveaux, ceux qui seront les psychologues de l'éducation nationale. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'il fallait précisément aller vers du numérique sur ce type de formation. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est comment s'opère cette transmission des connaissances. Au CNAM, nous avons une conviction, c'est qu'on transmet moins les connaissances qu'on ne les construit avec nos publics et qu'on les construit de façon, je dirais, en interaction, en synergie avec les publics. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nos enseignants sont à la fois des académiques, des universitaires, mais aussi des experts du monde de l'entreprise qui ne sont pas dans la posture traditionnelle de la transmission du savoir, position que j'occupe, d'un sachant sur son estrade. Non, ils travaillent en direct parce que nos auditeurs arrivent au CNAM riches d'une expérience professionnelle. Et souvent, on entend nos enseignants dire « nos auditeurs en savent parfois plus que nous ». Donc, il y a cette espèce de défi. Parfois, dans certains endroits, ça peut inquiéter les enseignants. Au contraire, nous le vivons comme une source de motivation.
Et en ce sens, on peut rejoindre que les constats qui sont faits par l'Open University, quand elle constate que l'expérience, au-delà de la salle de classe, favorise les apprentissages. Nous rejoignons aussi l'Open University lorsqu'elle pointe comme source d'innovation l'apprentissage hybride, au sens de la reconnaissance des lieux informels d'apprentissage qui peuvent prendre des formes numériques. Ainsi, lorsque nous avons pensé notre stratégie numérique dans le cadre d'un schéma directeur numérique au service de notre activité qui est le cœur de métier, la formation tout au long de la vie, le premier réflexe, la première disposition que nous avons prise, c'est de penser et d'intégrer, de réfléchir sur les services numériques que nous allions offrir à nos enseignants et à nos auditeurs. Espace projet, mise en réseau, partage d'informations, collaboration, mais aussi, et c'est une opération qui nous tient à cœur, repérage des décrocheurs. C'est un programme que nous faisons pour essayer de voir quels sont les décrocheurs en cours de formation et d'essayer évidemment de répondre à cette question-là, qui est une question extrêmement importante. Et nous totalisons ainsi plus d'1 millier de groupes actifs sur notre espace de travail collaboratif. Et évidemment, et c'est une problématique qui est au cœur des journées qui vous réunissent, des 2 journées qui vous réunissent, nous avons directement rencontré la question de la production de ressources numériques, qui est un des sujets majeurs de cette conférence. Au total, là aussi, sans abuser des chiffres, nous enregistrons plus de 400 heures de cours mensuellement, plus de 20 000 ressources numériques sont accessibles sur notre plateforme, avec aussi la particularité que de l'innovation, ce qui est rare dans notre pays, ne vient pas que de Paris, mais vient aussi d'autres centres qui sont en région. Ainsi, notre centre Pays de la Loire produit des Serious Games aujourd'hui reconnus sur les questions notamment de prise en compte de situations particulières, notamment au sein du monde de l'entreprise. Je pense à la question du handicap, je pense à la question du genre. Et l'équipe d'ingénierie pédagogique que nous avons renforcée accompagne précisément les enseignants dans la transformation numérique de leur formation. Mais c'est un peu une prise de position. Nous ne sommes pas convaincus que la production de nos ressources est une fin en soi, destinée, par exemple, à constituer, c'est aussi un des questionnements de ces journées, une bibliothèque numérique. Pour nous, ces ressources prennent leur véritable sens, prennent leur poids, parce qu'elles sont articulées, voire intégrées à nos formations. C'est sans doute pour cela, donc on n'est pas forcément j'étais pas forcément la personne invitée directement, pour cette raison que le CNAM n'a que très peu contribué aux UNT, mais nous espérons et nous sommes convaincus que les UNT ne nous verront pas comme un concurrent, mais c'est un choix effectivement différent d'intégration de nos ressources aux formations. Cela ne veut pas dire, et c'est je crois aussi ce qui nous fait converger aujourd'hui, cela ne veut pas dire, et au contraire, que nous n'ayons pas des prises de position que je qualifierais de politiques au sens le plus noble du terme. Évidemment, nous adhérons fondamentalement au principe d'un enseignement supérieur numérique ouvert, comme on va en témoigner, évidemment, je vais en parler à présent, notre engagement dans la production des MOOC et dans la production des MOOC au sein de FUN. Cette production de MOOC était d'ailleurs inscrite dans notre schéma directeur numérique en 2013 parce qu'elle répond à nos missions de service public de formation tout au long de la vie pour l'ensemble des publics de la francophonie. Alors, évidemment, c'est pour nous un sujet important et c'est pour moi l'occasion de le dire et de le dire dans cette enceinte, de le dire aussi évidemment devant Daniel Génicaud et devant les membres de l'UNESCO, de dire l'importance de la question des MOOC, qui à la fois fait un lien avec les missions historiques du conservatoire, mais en même temps nous permet de répondre à des enjeux stratégiques devenus majeurs.
Première question, c'est de compléter sous des formes nouvelles l'offre de formation du conservatoire pour toucher de nouveaux publics, notamment dans les pays francophones. Et c'est un retour extrêmement important d'avoir cette possibilité d'avoir une attractivité évidemment forte. C'est aussi, et pour le CNAM c'est très important, susciter l'envie d'un retour en formation pour les actifs en proposant notamment une valorisation qui n'est pas extrêmement forte, mais qui est à la fois une reconnaissance et le moyen d'attirer vers nos formations, une valorisation de 2 ECTS dans le cas d'une inscription au CNAM pour les MOOC, délivrant bien sûr un certificat d'authenticité, et c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup investi. C'est aussi renouer avec une tradition d'ouverture de notre enseignement supérieur, et puis, dans un mécanisme d'adaptation de nos MOOC, c'est aussi un moyen de développer une offre à destination des entreprises. C'est un modèle souvent repris, du passage du MOOC au SPOC, et puis aussi, et ça je voudrais y insister, parce que c'est moins relevé, de prendre des MOOC et de les mettre au service d'un certain nombre de grandes institutions publiques, ce que nous faisons par exemple pour le ministère, pour le MAEDI, et pour d'autres institutions publiques, pour former notamment ceux qui vont partir en poste pour le MAEDI. Et puis plus largement, c'est d'expérimenter des pratiques pédagogiques facilitées par le numérique et un public massif. Alors, ces ambitions stratégiques ont été servies par des choix opérationnels. Le choix opérationnel, le premier choix opérationnel que nous avons fait, c'est d'internaliser l'ensemble de la chaîne de production des MOOC en nous appuyant sur le savoir-faire que nous avions en matière des pédagogies adaptées au e-learning, qui était détenu par nos enseignants. Et donc, nous avons fait une espèce de laboratoire de production de nos MOOC. La deuxième chose, et nous en sommes très fiers, et je crois que c'est dans notre mission de service public, nous avons préféré un opérateur public à des opérateurs privés qui évidemment, sont libres, heureusement, d'exercer leur activité, mais qui, à nos yeux, posait une question qui était une question forte, qui est d'aller en partie à l'encontre d'une indépendance éditoriale et scientifique qui est évidemment absolument au cœur même de la façon dont nous interprétons nos missions de formation et de recherche. Pour cette raison, nous avons été, dès le début de l'initiative de FUN, et nous reprenons un certain nombre de phrases de FUN, notamment de permettre à tous les publics d'accéder à des cours variés et de qualité, où qu'ils soient dans le monde. Ces phrases, nous les faisons nôtres et nous mettons au frontispice, à côté des citations de l'abbé Grégoire, nous les mettons sur le frontispice de la rue Saint-Martin. Donc, c'était en conformité avec les choix stratégiques, avec les choix techniques et avec, évidemment, ce que nous entendions faire. Alors, dans le rapport, notamment, ou dans les textes qui circulent, on parle d'un certain nombre de pentes des désillusions, de scepticisme généralisé. Au CNAM, nous sommes très heureux et très fiers de notre investissement dans les MOOC. Comme vous l'avez compris, et toute la première partie de mon intervention l'a montré, nous ne pensons pas que les MOOC soient l'alpha et l'oméga de l'innovation pédagogique et remplacent toutes les questions. Nous ne pensons pas non plus que les MOOC vont être l'avenir de la formation à distance. Il y a beaucoup d'autres formes, et je crois l'avoir montré, mais nous sommes convaincus que les MOOC, c'est une façon renouvelée et efficace de remplir notre mission de service public à destination de nos concitoyennes et nos concitoyens, ici et là-bas, ici, Paris, Île-de-France, le territoire national, mais aussi à l'international. On nous parle aussi d'opérations marketing dans les textes.
d'un côté, tout le monde nous dit que le seul sujet, c'est la communication, c'est la marque, c'est faire savoir. Moi, je suis très content que le CNAM soit le leader national des MOOC. Je suis très content de dire devant vous, oui, on a 350 000 inscriptions pour 21 MOOC. On a un taux de satisfaction entre 85 et 95%. On a une visibilité... Ce sont nos statistiques. Et c'est suspect, mais c'est vrai. On a une visibilité à l'international. Honnêtement, moi, je peux vous faire la liste des collègues qui seraient très heureux de vous dire ici, c'est chez nous. Et puis, il y a des établissements qui, avant de commencer, étaient convaincus qu'ils seraient à la place de l'administrateur du CNAM pour dire ces chiffres-là. Donc, oui, c'est le CNAM, le leader francophone des MOOC. Donc, on est très contents. Et nous ne sommes pas, encore une fois, simplement dans un produit d'appel. Nous sommes convaincus que c'est très important. Nous avons 35 000 personnes qui ont pu bénéficier d'attestations de réussite. Nous avons, et je voudrais insister sur ce point parce que c'est extrêmement important, notre MOOC d'épidémiologie, fait par un collègue qui est à la fois au CNAM et à la fois à l'Institut Pasteur, MOOC d'épidémiologie. Bien, ce MOOC a été intégré dans les cursus de formation en médecine des universités de Madagascar, de Haïti, du Laos. Sincèrement, le CNAM n'a pas le droit de faire de médecine, n'en fera jamais, et c'est plutôt un signal, surtout dans des pays qui, effectivement, où la parole de la France et le rôle de la France peut être conforté. Donc, voilà, nous trouvons ça rassurant, et nous trouvons que c'est plutôt bien d'avoir ce type de dispositif. Et nous avons évidemment ces nouvelles pistes que j'ai un peu mentionnées, la question des certificats authentifiés qui nécessitent des surveillances à distance, et puis aussi évidemment cette piste importante pour travailler avec les entreprises, et nous travaillons avec un certain nombre d'entreprises, d'intégrer les MOOC, de faire glisser les MOOC pour devenir des SPOC au sein des entreprises. Je voudrais conclure sur une dernière dimension qui sont précisément les enjeux d'aujourd'hui. Certes, soyons clairs, la production de MOOC, c'est un choix, c'est un investissement. Le numérique, c'est un investissement important. Le budget du CNAM, ce n'est pas très difficile à faire, c'est l'immobilier et le numérique. L'immobilier, parce que si vous venez visiter nos locaux, vous comprendrez pourquoi. Et le numérique, parce que c'est un choix, et c'est un choix politique fort. Et nous investissons évidemment beaucoup dans le numérique, et les MOOC, c'est 15% de ce que nous investissons dans le numérique, donc c'est un choix fort. Mais, évidemment, et je l'ai dit et je le rappelle, nous sommes attachés au modèle économique de la gratuité. A contrario, il faut mettre des deux côtés de la balance la gratuité et ce que ça apporte. C'est de la création de valeur, c'est l'équivalent de 35 000 journées de formation continue pour les seuls MOOC du CNAM. Pour autant, mon secrétaire d'État n'est pas encore arrivé, mais évidemment, les établissements souhaitent être mieux soutenus pour cette question. Voilà, ce n'est pas subliminal. Plus on nous aidera et plus l'enseignement supérieur dans notre pays sera aidé, mieux ça sera. Et que, voilà, il y a évidemment sur la continuité, l'accélération, l'importance du projet FUN, plus on aura de garanties aussi, mieux ça sera. Donc, évidemment, nous ne sommes pas dans une stratégie d'équilibrage des MOOC, mais, comme vous l'avez compris aussi quand j'ai parlé de modèles liés avec les entreprises, nous sommes convaincus qu'il va y avoir progressivement un certain nombre d'entrées de retours sur nos MOOC, retours directs quand nous proposons ces MOOC à des entreprises, retours indirects quand 5% des plus de 100 000 inscrits sur les 3 sessions du MOOC du manager au leader cochent la case « j'irai au CNAM ». Donc j'espère qu'ils viendront. Dernière conclusion, puisque je suis presque dans les temps, donc. Celle de la question de la transformation
pédagogique. C'est vrai qu'on partage évidemment les propos exprimés par Dominique Boulier sur cette question. C'est vrai que les MOOC s'appuient sur des dispositifs relativement classiques, mais en même temps, voilà, nous sommes à la recherche et nous allons faire un MOOC notamment sur les questions d'innovation, financé dans le cadre d'ailleurs d'un programme IDEFI avec les collègues de Grenoble. Et puis, ce qui est évidemment l'enjeu profond, c'est tout ce qui, je dirais, tout ce qui est généré, tout ce qui grandit autour des MOOC, à la fois les nouvelles relations entre les enseignants et les apprenants, tout ce qui a trait à évidemment les inflexions des politiques pédagogiques, enfin des pratiques pédagogiques. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et il y a derrière, je crois, beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre, d'abord évidemment pour les enseignants eux-mêmes, parce que les taux de satisfaction, chère Sonia, sont dus au fait que les enseignants du CNAM sont évidemment les meilleurs enseignants du pays, mais parce qu'ils ont un vrai public en face d'eux qu'ils doivent convaincre, donc c'est quand même un truc qui est assez motivant. Et puis aussi pour les apprenants entre eux, nous sommes très contents d'avoir lancé un MOOC Tour. Donc on réunit les MOOCeurs dans des salles comme celle-là, et les MOOCeurs s'expriment entre eux, disent... Et ça aussi, c'est des sujets. D'abord, les MOOCeurs se sont vus entre eux et ont commencé à réfléchir entre eux. Et puis après, les MOOCeurs parlent à notre MOOC star locale, de celle du CNAM, et nous parlent à nous. Donc je crois que ce sont aussi des enjeux extrêmement importants. Je finirai, parce que Sonia commence à me regarder d'un œil noir, une phrase, évidemment aussi pour nous, et on ne le dira jamais assez, le numérique doit être un formidable enjeu d'ouverture sociale, d'égalité des chances, et pour lutter contre les fractures qui menacent notre pays au quotidien. Donc, ayons en tête que voilà, quand on fait du numérique dans des territoires qui sont éloignés, qu'on fait les bons points de regroupement, quand on diffuse et on essaye de faire des traductions de nos MOOC, nous essayons de les traduire dans toutes les langues sauf l'anglais, je suis un peu caricatural, mais dans beaucoup de langues sauf l'anglais, quand on traduit nos MOOC en langue arabe, parce qu'on sait qu'un certain nombre de réfugiés que le président de la République nous appelle à accueillir dans notre pays, c'est un moyen d'intégration et de formation professionnelle. Le numérique est aussi, et quand un Serious Game raconte les problèmes du genre sur lequel le CNAM vient de créer une chaire, eh bien nous sommes au cœur de notre métier, c'est-à-dire que le numérique, c'est aussi, ça doit être un hymne vivant pour une société plus inclusive. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout le monde attend le moment des débats, parce que on a planté le décor, on a eu des intervenants très enrichissants, formidables. Et le premier intervenant, le premier débatteur, c'est notre président, Daniel Janicot. Oui, je ne vais pas alimenter le débat, juste une réflexion à la suite de l'intervention d'Olivier Faron. Il a à un moment un petit peu questionné l'UNESCO. Il faut se rappeler que l'UNESCO, quand elle a été créée en 1945, son objectif primordial était la transmission des connaissances. On était dans une période, au fond, où il y avait un très grand déséquilibre entre les continents, entre les groupes régionaux. Et elle avait d'ailleurs créé une université des Nations Unies qui embrassait le rêve un peu utopique d'une circulation mondiale des connaissances. Alors, évidemment, aujourd'hui, cette utopie peut se réaliser au travers, bien sûr, des questions dont nous venons de parler, du numérique, des réseaux sociaux, etc. Mais ce qui m'a frappé, donc j'en ai parlé avec la directrice générale de l'UNESCO, parce que nous sommes en train d'élaborer le prochain programme dans 2 ans, ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, l'UNESCO est une immense base, je dirais, de catalogue incroyable. Elle mobilise la totalité des experts du monde, elle a des dizaines et des centaines et des milliers de conférences chaque année. Elle est un potentiel de MOOC incroyable. C'est le plus grand MOOC en puissance, en quelque sorte, dès lors qu'on sait l'exploiter, qu'on dégage les moyens pour le faire, qu'on est conscient de toutes les limites et les difficultés. Et puis quel opérateur prendre, etc. Bon.
Mais je lui ai dit, mais au fond, un des grands enjeux peut-être de l'UNESCO du 22e siècle, c'est d'être un immense MOOC. Et finalement, l'UNESCO ne le fait pas. Et l'UNESCO n'a pas dans sa méthodologie d'approche, n'a pas dans ses objectifs de programme, ne produit pas et n'exploite pas, en quelque sorte, tous les matériaux qu'elle accumule. Et je trouve que ça, c'est une interrogation majeure, parce que d'autres agences des Nations Unies sont déjà embarquées dans cela, et l'UNESCO ne l'est pas. Donc c'est une question vraiment importante. Peut-être faudrait-il créer un partenariat avec plusieurs universités mondiales. Elle doit toujours agir de façon mondiale. Elle ne pourrait pas confier qu'à la France le soin d'organiser son MOOC. C'est forcément quelque chose qui serait mondial. Mais ça mérite réflexion. Et donc je vais repousser encore un petit peu du côté de la directrice générale. Voilà. Merci. Est-ce que Madame Crespi pourrait venir, parce que, puisque c'est l'heure des questions, et Olivier aussi. Donc, nous avons des micro-baladeurs et de chaque côté. Donc, je vous propose de poser des questions. Je vais peut-être, moi, lancer avec une question adressée à Olivier Faron. Tu as indiqué que la stratégie du CNAM était d'abord une stratégie pédagogique et que vous créiez des ressources afin de les mettre en œuvre dans des cursus de formation. Et tu as dit en suivant, c'est pour cela que nous ne sommes pas avec les UNT. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le lien que tu as fait, j'ai pas très bien compris, entre la production de ressources numériques pédagogiques et la non-participation aux UNT? Alors, soyons très clairs. D'abord, on est assez. Je crois que c'est un résultat qui est assez important qu'on vient d'avoir. Aujourd'hui, quand on regarde alors, Sonia m'accuse de tricher sur les statistiques. Là, ce sont des vraies statistiques. Aujourd'hui, nous arrivons à montrer que ce qui marche le mieux, si on prend le présentiel, le numérique, l'hybride, en taux de réussite, c'est l'hybride. Et je crois que... Oui, on en est tous convaincus. C'est pas forcément forcément les stratégies des uns et des autres. Donc, on est convaincu, on le démontre, c'est-à-dire qu'on réussit mieux en hybride qu'en présentiel. Alors après, il faut travailler, c'est les motivations, c'est tout, mais c'est quand même un résultat important. Donc une fois qu'on a dit ça, nous on est convaincus au CNAM qu'effectivement, de par la nature de nos publics, de par le fait qu'on a un public d'actifs, on est convaincus qu'il faut effectivement lier complètement les deux modalités de transmission, les imbriquer, et donc ça suppose une espèce de lien extrêmement fort entre ce qui est donné par les enseignants via le numérique et le relais présentiel, souvent par des intervenants professionnels. Donc ça explique que la production de nos ressources soit liée à cette spécificité de notre action de formation. Je voudrais revenir, si tu me permets, Sonia, juste en un mot sur l'élément de Daniel Génicaud qui est très intéressant. Je ne pense pas que tous les opérateurs doivent tout faire. C'est-à-dire que si l'UNESCO se met à faire des MOOC, c'est bien, mais je pense qu'au contraire, que l'UNESCO travaille avec le CNAM, je fais une proposition en direct live, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des savoir-faire sur les MOOC et il y a les compétences de l'UNESCO qui sont importantes. Et par exemple, faire précisément, pour revenir à l'exemple que j'abordais, c'est-à-dire un MOOC sur l'interculturalité à destination des réfugiés, ça serait bien. Donc voilà, il y a plein de sujets. Donc pour répondre à ta question, Sonia, oui, nous considérons que le cœur de notre métier, c'est de former et de donner des ressources dans le cadre. Et c'est vraiment en 2 secondes sur les MOOC qui ont beaucoup de satisfaction, mais pas forcément le taux de suivi qu'on voudrait. On est convaincu aussi qu'il faut qu'il y ait des outils spécifiques pédagogiques qui accompagnent les MOOC. Ça, c'est très important. Parole à la salle. Premier ici et deuxième là. Ouais.
Bonjour, Olivier Perlot de l'association VP Numérique. J'excuse Stéphane Amiard que Madame Crespi a annoncé tout à l'heure. Une question à Monsieur Faron. J'ai bien aimé votre exposé et j'ai compris les deux enjeux de votre établissement, l'immobilier et le numérique. Êtes-vous prêt à aller sur 1 euro de béton pour 1 euro numérique? Demandez à Philippe, c'est à peu près, c'est à peu près ce qu'on. C'est pas exactement ce qu'on fait, mais on n'en est pas si loin. La hauteur des enjeux du numérique au CNAM sont extrêmement importants. Après, je veux dire, notamment sur l'immobilier, on a beaucoup de contraintes. Mais en tout cas, le niveau d'investissement qu'on a est extrêmement important parce que le schéma directeur numérique qu'on déploie est quand même de plusieurs millions d'euros. Donc c'est un investissement extrêmement lourd. Et c'est un investissement sur lequel l'ensemble de l'établissement et notamment son conseil d'administration se retrouve. Après, voilà, nous espérons toujours avoir plus de moyens à disposition, mais en tout cas, les hauteurs d'investissement, sincèrement, sont assez proches. Donc on n'y est pas, mais c'est un bel objectif en tout cas. Bonjour, merci. Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Raphaël Moraglia, je suis du secteur privé. Je développe une plateforme éducative intelligente. Et je suis accueilli en fait aujourd'hui à cette conférence et je vais en profiter pour faire une petite précision sur les propos de Monsieur Janicot. Vous possédez en fait en quelque sorte des MOOC. Vous avez du grand contenu, c'est que vous avez le réseau UNESCO. Et c'est pour ça que je suis invité aujourd'hui. C'est que je propose à partir de janvier 2017 une analyse en fait et une personnalisation du contenu de cours pour le moment pour les réseaux primaires et secondaires, cycle 2, 3 et 4. Et c'est un petit peu ce qui me mène à ma question, c'est qu'on a beaucoup parlé des MOOC. Je pense que les MOOC, c'est un excellent moyen, un excellent vecteur, qui fait partie, comme disait M. Benamou dans sa présentation, du Web 2.0. Donc c'est très bien qu'on améliore et qu'on réfléchisse à ce contenu, parce qu'effectivement, c'est la transmission du savoir et la base du savoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et j'ai beaucoup aimé cette diapo que vous aviez faite sur le Web 4.0. C'est comment on met en place les agents personnels intelligents. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait. Et c'est un peu ma question, on parle de stratégie numérique. La prochaine stratégie, c'est comment on est en mesure, monsieur également, vous parlez de l'analyse des décrochages scolaires. Les MOOC, ça crée en fait énormément de données, ce qu'on appelle le big data de l'éducation. Et toutes ces données-là, on est capable de les analyser et de s'en servir pour aider chaque élève individuellement. Ce qu'on ne pourrait pas faire, on parlait du 1 euro et dans l'immobilier, 1 euro dans le numérique. Je crois même aujourd'hui qu'on pourrait faire du 10 centimes numérique, 1 euro dans l'immobilier, et on aurait réussi beaucoup de choses. C'est que le numérique est une solution économique, et quand elle est utilisée intelligemment, elle permet une excellente personnalisation, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, dans la formation professionnelle, et bien sûr dans l'enseignement supérieur. Merci. Je crois que ce que vous venez de dire est assez fondamental. C'est l'investissement dans le numérique est infinitésimal par rapport aux besoins que rencontrent la plupart des établissements dans le monde entier. C'est-à-dire les bâtiments ne sont plus la réponse. Et la difficulté pour accueillir dans les pays en développement des populations étudiantes de plus en plus nombreuses, dans des espaces qui sont contraints, ça devient ingérable. Tous les ministres africains de l'enseignement supérieur le disent, le répètent, c'est pareil en Asie, c'est pareil dans l'ensemble des espaces qui n'ont pas les moyens de créer des universités du XXe siècle ou du XIXe siècle. Donc il faut investir, mais si la communauté internationale s'entend pour investir dans l'accessibilité, parce que l'accessibilité, c'est l'inégalité également. Et donc c'est un problème qu'il faut également résoudre, et ça fait partie effectivement de l'agenda 2030, c'est l'accessibilité universelle au bien commun universel, dans lequel j'invite d'ailleurs Olivier Faron à investir, par exemple, les 20 000 ressources numériques du CNAM pourraient, par exemple, intégrer au moins l'espace Supnum, si ce n'est déjà fait. Ça devrait peut-être être une piste. La construction des ensembles thématiques est évidemment quelque chose de fondamental et ne résume pas, bien sûr, le lien hybride. On a besoin des enseignants, qu'ils soient présentiels ou à distance. Et l'avenir du numérique enseigné, c'est le tutorat. Peut-être le tutorat
présentiel, mais également distanciel, sur lequel nous voyons déjà pas mal, avec les IDEFI que nous menons depuis 2012, des résultats extraordinaires sur des ensembles qui ne sont pas des MOOC, mais qui sont des ressources mises à la disposition avec un dialogue avec les étudiants personnalisé. Le numérique le permet à des coûts beaucoup moindres que ceux qu'on a connus antérieurement. Voilà, c'est des pistes. Je n'exclus absolument pas les MOOC. Et je vois, on a eu un problème dans la communauté des UNT, je profite de le dire, c'est qu'on a été, pour des raisons, à mon avis, non compréhensibles, exclus, pour un certain nombre d'entre nous, d'être des éditeurs de MOOC. On est totalement ouvert à l'idée, et d'autres, un certain nombre d'UNT l'ont fait, UVED, etc. L'UNF3S, que j'ai dirigé pendant longtemps, a produit un MOOC en santé publique également, avec un enseignant leader, Antoine Flao, que tout le monde connaît, à l'OMS et à l'Université de Genève. On a produit un MOOC sur l'Ebola, au moment où l'épidémie rendait la formation des personnels dans les pays en développement extrêmement utile et urgente. Eh bien, on a produit en 2 mois, avec l'aide du secrétariat d'État français, un MOOC sur l'Ebola qui a eu plus de 15 000 visiteurs du monde entier, et en particulier des pays africains. Donc on voit que ces outils, MOOC, doivent devenir partie intégrante du paysage, mais avec un bémol, et là aussi je profite de le dire tout de suite, c'est que les MOOC actuellement, pour les étudiants en formation initiale, alors vous êtes centré sur la formation tout au long de la vie, formidable, mais le besoin pour les étudiants en formation initiale, les MOOC ne représentent pas pour eux l'aide qu'ils pourraient être, parce qu'ils fonctionnent dans des systèmes synchrones. Or, avec l'acronyme ATAWADAC, c'est Anytime. L'étudiant d'aujourd'hui a besoin de se connecter quand il le veut, quand il le peut, et ça veut dire que l'asynchronisme est nécessaire. Et la rémanence sous forme de ressources permanentes des contenus des MOOC devrait être inscrite dans le programme de tous les producteurs de MOOC s'ils veulent intégrer la notion d'open education et de l'éducation de l'université ouverte permanente, quels que soient les moyens, à n'importe quel moment. Si je peux rajouter juste un mot, pour répondre à ton propos, on fait de la formation effectivement en continu tout au long de la vie parce qu'on nous interdit de faire de la formation initiale. Donc le jour où on pourra faire de la formation initiale, on en fera, donc il n'y a pas de problème. Peut-être que on peut imaginer que cette manifestation propose des recommandations. Enfin, on pourrait imaginer comme recommandation que, ce que tu disais, hein, que les lieux où on fasse savoir tout ce qu'on fait soient plus importants. Il y a plein de lieux où la France existe, je prends l'exemple parce que c'est la France, où existe à l'international, où si l'ensemble des collègues qui sont dans des institutions qui portent un drapeau français relayaient plus les productions de l'enseignement supérieur national, ça serait déjà, et c'est pas compliqué, hein, ça serait déjà une question. Et puis l'élargir aussi les connaissances, c'est dans beaucoup de lieux où se pose la question de l'accès aux connaissances, et notamment aux connaissances liées au numérique. On a signé une convention avec l'administration pénitentiaire, par exemple, pour les personnes sous main de justice. Voilà, il faudrait que, évidemment, avec tous les contrôles les plus... Voilà, mais ça serait aussi important. Donc, ce que je dis, c'est cette question voilà, en tout cas de proposer l'offre et que l'offre suscite des retours. Je pense que voilà, on a des progrès à faire et que cette manifestation est l'occasion de faire ça. Et puis le CNAM est prêt à faire de la formation initiale. Merci Olivier. Une autre question ? Oui, ça marche. Bonjour, Jean-Marie Chénaud, je suis VP numérique de l'UPMC et j'ai dirigé pendant 10 ans une école d'ingénieurs. Il y a un mot que je ne crois pas avoir entendu, en tout cas pas dans la bouche du CNAM, jusqu'à présent, c'est le mot compétence. C'est-à-dire que moi, j'avais souci, quand je dirigeais un établissement, surtout que les jeunes, ils acquièrent des compétences. Dans la formation tout au long de la vie, c'est plus facile parce qu'effectivement, vous avez des gens qui ont déjà des compétences. La formation initiale, il vous faut... Donc, j'espère que... Alors, on a beaucoup parlé de MOOC. J'espère que la stratégie numérique dans l'enseignement supérieur en France, ça ne va pas être que les MOOC, parce que très honnêtement, je trouve ça un peu pauvre. Par contre, j'aimerais bien savoir quelle est la stratégie numérique dans l'enseignement supérieur pour l'acquisition de compétences dans les 2 200 000 étudiants qui sont en formation initiale.
Non, c'est pas nous. Non, mais j'allais dire, nous demanderons au ministre. Je ne me serais pas permis d'avoir une position là-dessus. Qui souhaite parler, madame? Oui, bonjour. Inès Chouk, donc je suis maître de conférence à l'Université de Cergy, Pontoise, et j'ai participé à un ouvrage collectif qui s'appelle « Le numérique pour enseigner autrement », mais plus d'un point de vue recherche. Alors j'avais une question à madame Crespi. Je voulais savoir, vous avez parlé de gouvernance, donc je pense que c'est vraiment important et fondamental. Vous travaillez avec des universités. J'imagine qu'il y a de la résistance de certaines universités plus que d'autres. Comment vous avez réussi réussir à contourner cette résistance? Et puis j'avais une toute petite question aussi pour Monsieur Farron. Vous avez parlé beaucoup de MOOC, c'est très bien, c'est très important. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à tout le monde? Est-ce que ça cible tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas différents segments? Donc voilà, je voulais un peu avoir votre retour, vous qui êtes vraiment en première ligne sur cette question-là de MOOC. La question de à qui on s'adresse n'a pas été abordée et ça me semble quand même fondamental dès lors qu'on parle de stratégie. On parle beaucoup de mécanismes, mais on a parlé de gouvernance peut-être, mais on n'a pas parlé beaucoup des attentes du public et j'aimerais vraiment avoir votre retour là-dessus. Merci. Oui. Et moi, je voudrais que vous reprécisiez votre question quand vous parlez de résistance ou de réticence de la part de qui? J'ai pas très bien compris. Oui. Sur la question du numérique. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, c'est la vitesse à laquelle le paysage a changé. C'est-à-dire, c'était en 2011, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, c'était encore de l'ordre du bricolage un peu confidentiel. Et là, on est passé dans une dimension qui est tout à fait autre. Et vraiment, les toutes dernières années ont été celles d'une accélération extraordinaire. Donc, je pense que les universités sont complètement acquises à l'idée du numérique et à la réalité du numérique. On a vu aussi la différence entre le moment où on a commencé à mettre en place la préparation du colloque annuel et la réalisation du colloque annuel. On a vu aussi dans l'année une accélération des évolutions extraordinaires. Alors, là, moi, je peux parler que des gouvernants de l'université. Je ne peux pas parler de la base, bien sûr, mais je peux parler aussi des VP numériques avec lesquels je travaille. C'est des gens quand même qui ont un contact avec la base. Du moins, il faut le souhaiter et l'imaginer. Et Olivier, parce que c'est une mesure de Geneviève Fioraso d'avoir institué les VP numériques de manière organisationnelle. Et ça, c'est une mutation dans le système de la gouvernance des établissements. Je crois qu'il faut bien souligner cet apport. Et la résistance, je crois que la plupart des collègues, la résistance sociétale au numérique est devenue quasiment infinitésimale, nulle. Donc je pense que les enseignants, comme les étudiants, sont tous numériques. Et ne pas tenir compte de cette dimension quand on est enseignant et qu'on ne se rend pas compte que nos étudiants ont changé parce qu'ils ont le numérique, eh bien, on fait une première erreur pédagogique. Et voilà, c'est un peu... Mais par contre, la mutation pédagogique, et je termine, qui est supposée. Je crois que la chose la plus difficile, c'est le changement pédagogique. On croit inventer de nouvelles formules pédagogiques avec les MOOC. Je regrette, c'est le niveau 0 de la pédagogie frontale. Un enseignant vidéo et quelle interactivité, des QCM souvent misérables, et on peut explorer des domaines extrêmement complexes. Il faut prendre la mesure de la réalité de ces choses. Alors, je comprends que ça peut être un stimulateur, un élément complémentaire de formation tout au long de la vie, etc. Mais quand il faut expliquer
Et on fera un séminaire avec la CNFU auquel je vous convie sur la pensée complexe avec Edgar Morin. La mission de l'université, c'est de rendre accessible le plus possible, par des manières pédagogiques, la difficulté, les théorèmes compliqués, la médecine paradoxale, et en même temps, effectivement, le collègue de l'UPMC a tout à fait raison, je fais partie de la même maison, c'est les compétences. Et pour moi, qui suis médecin et chirurgien, je peux vous dire que la première des choses qui m'inquiète, c'est est-ce que le MOOC en question correspond à une véritable acquisition d'une compétence pour gérer une situation, une indication chirurgicale complexe. Dans la majorité des cas, je peux vous dire que c'est non, que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long qu'un parcours de quelques heures dans un MOOC, aussi bien fait soit-il. Oui, quelques mots. Alors d'abord, je rassure le collègue aussi de l'UPMC, au CNAM, ça nous arrive de temps en temps de parler de compétences. Hein, et puis, ça nous arrive aussi, j'ai jamais dit que les MOOC c'était la panacée. J'ai jamais dit. En même temps, je suis assez frappé parce que les collègues présidents d'université disent qu'on soit les meilleurs partout. Et puis, ça fait 2-3 ans qu'on a vu déferler Yale, on a vu déferler Stanford, on a vu déferler. Donc, avoir de l'attractivité sur nos sujets, avoir beaucoup de public, même aux États-Unis et beaucoup en Asie et tout, c'est aussi une réponse à la question de l'attractivité qui me semblait avoir un peu avoir une question. Alors sur la question qui nous est posée, qui m'est posée directement, encore une fois, oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que il faut, cela dit, c'est une expérience très récente, étudier et comprendre comment les publics réagissent. Vous avez tout à fait raison, et c'est le problème essentiel. Il faut comprendre aussi leurs aspirations. Prenons, nous honnêtement, on n'imaginait pas avoir ce MOOC de RH sur lequel 35 000 personnes s'inscrivent. Donc il faut comprendre. Donc il y a tout un travail qui est, je vais m'arrêter, c'est le ministre, qui est de compréhension. Et très rapidement, ce MOOC, on découvre que d'abord c'est un MOOC vraiment de formation tout au long de la vie. Il y a des formes de réactivité, un certain nombre de sujets. C'est très intéressant parce que c'est pour devenir leader. Or, ils répondent qu'ils consultent le MOOC sans avoir averti leur employeur, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis, c'est tout le travail qui est sur la ligne de crête, de savoir combien de personnes suivent jusqu'au bout, pourquoi. Et ça me ramène sur la question des décrocheurs. C'est-à-dire que si on arrive, et sur les décrocheurs, on le fait avec des techniques de big data, si on arrive à suivre, à comprendre quand ça marche, pourquoi ça ne marche pas, et qu'est-ce qu'on peut faire, on est dans le cœur du sujet. Alors je voudrais finir sur la question de la pédagogie. C'est clair que... il faut que les forces qui réfléchissent sur les questions de sciences de l'éducation et de pédagogie soient au cœur du dispositif. Et il y a effectivement sur ces questions-là encore une marge de progression. Donc vos enquêtes sont extrêmement importantes et on souhaite avancer avec vous.